Élodie Demonne. Bien le bonsoir à vous, merci de votre fidélité. Nous sommes mardi, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Élodie Demonne à mes côtés, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Nous recevons ce soir l'ambassadeur de l'Union européenne à Maurice, Vincent Degers. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Merci Jean-Luc et merci Élodie de m'accueillir sur votre plateau et bonjour à tous les auditeurs. Nous parlerons du couple Maurice-UE, vieille relation, tantôt tendue, tantôt amoureuse, avec bien évidemment une belle collaboration et un dialogue. Il y a aussi un engagement commun du gouvernement mauricien et de l'Union européenne de continuer à travailler ensemble sur des enjeux qui touchent non seulement Maurice et l'Union européenne, mais aussi le monde entier, Élodie. Oui, il a posé ses valises à Maurice en 2019. Vincent Degers assume depuis l'année dernière le poste d'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice, plus de droits décennies. Maintenant, depuis qu'il évolue au sein de l'Union européenne. Ce soir, dans l'émission Cœur de l'info, nous reviendrons sur les axes prioritaires de ses actions à Maurice, le lien politique et diplomatique, la relation commerciale et l'investissement entre Maurice et l'Union européenne. Il sera aussi question de l'économie bleue, la sécurité maritime dans l'océan Indien et de la lutte contre la piraterie, entre autres. Vincent Degers est avec nous jusqu'à 18h de 08 4999 208 5999 pour vos questions. Nous sommes également en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Vincent Degers, ça fait 48 heures que vous êtes libéré de la quarantaine. Donc fait. vous êtes passé par la quarantaine à la maison en tant que diplomate, mais vous êtes revenu de France rapidement. Comment ça s'est passé ? Écoutez, ça s'est très bien passé en France. Je dirais que, comme le monde entier, la France aussi est impactée, comme vous le savez, par ce fléau, l'épidémie du Covid. Donc, mais bon, les gens vivent relativement normalement, si je puis dire, avec quand même les gestes barrières qu'on doit appliquer dans ce contexte-là. Alors, il y a quelques inquiétudes, il y a toujours de l'anxiété, évidemment, puisque le virus est toujours là, il est toujours présent. Il y a une remontée des taux, comme on a pu l'observer au niveau européen de manière générale. Donc là, il y a des inquiétudes qui se font jour, mais en même temps, je crois qu'on a progressé sur les capacités de traitement. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même situation qu'il y a 3-4 mois, donc on a beaucoup évolué là-dessus. Il y a évidemment la perspective d'avoir le vaccin peut-être d'ici quelques mois, donc on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Et puis il faut continuer à vivre, donc, mais c'est vrai que ce virus impose une relation sociale un peu nouvelle. On est tous cachés derrière un masque. Les enseignants, quand ils parlent à leurs enfants dans les écoles aussi, donc ce qui crée une distanciation dite sociale, qui est un mot déjà qu'on n'aime pas trop, distanciation, parce qu'on a l'habitude d'avoir un contact, un rapport humain proche, de se serrer la main, de faire des choses comme ça. Et là, maintenant, on est obligé effectivement de prendre tous ces gestes barrières, et ça nous perturbe dans notre quotidien, et je crois que ça impacte aussi sur les mentalités des uns et des autres, des enfants, des adultes également dans ce contexte. Voilà, donc je crois que c'est quelque chose d'un peu perturbant, et puis bon, on doit s'imposer des quarantaines, on va s'imposer des choses nouvelles qu'on n'avait plus du tout l'habitude, ou des confinements, comme on l'a connu ici aussi à Maurice, qui étaient assez durs et assez perturbants pour les personnes. Voilà, donc alors il faut qu'on essaye de travailler ensemble, de se serrer les coudes, je crois, de coopérer, c'est tout l'idée en tout cas que poursuit l'Union européenne, d'essayer de travailler pour que le vaccin soit disponible pour tout le monde. Ça aussi, c'est un objectif que l'on poursuit. Voilà, donc je crois qu'il va falloir... Et puis personne n'a la vérité sur cette affaire. On va y revenir un instant. Vous, en tant que diplomate, vous avez pu bénéficier du confinement à la maison. Donc, est-ce que c'est un privilège de diplomate ? Vous savez que dans l'Union européenne, on a, dès le départ de cette crise, considéré qu'il y avait ce qu'on appelle des fonctions essentielles. Les fonctions essentielles, ce sont les médecins, tout le personnel médical, les chercheurs aussi dans ce domaine-là. Il y a tous ceux qui concernent la logistique. Donc là aussi, c'est ceux qui sont en première ligne, comme on dit souvent, les frontliners, les transporteurs, les équipages des avions, des navires, etc. Donc il y a qui font tourner l'économie, qui permet à chacun d'entre nous de se nourrir et de vivre à peu près normalement, malgré ces circonstances du Covid. Donc on a défini ça au niveau de l'Union européenne, et on considère que les diplomates font partie de ces fonctions essentielles. Donc parce que la coopération entre les pays, c'est important aussi, il faut que ça fonctionne. Donc on a considéré effectivement qu'il fallait appliquer des règles particulières effectivement pour les diplomates. Les diplomates déjà sont couverts par des immunités, comme vous le savez, la Convention de Vienne, donc je ne vais pas faire l'historique là-dessus. Mais donc il y a un certain nombre de comptes de figure qui font qu'effectivement on a un certain nombre de particularités qu'on préserve dans ce contexte-là. Donc j'ai pu effectivement, comme d'autres de mes collègues, faire, et comme les Mauriciens le font quand les ambassadeurs mauriciens qui vont en Europe, c'est le même traitement, si vous voulez, un phénomène de réciprocité qui s'applique dans ce contexte-là. Nous allons marquer le top horaire et reprendre l'émission tout de suite après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. Promex c'est une collection tasse 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Radio Plus, l'info en contact avec demain. Vincent Deger, l'ambassadeur de l'Union européenne à Maurice, avec nous sur ce plateau. On parlait justement de votre retour dans l'île. Vous avez dû connaître tout ce protocole mis en place en Europe également, où on connaît quand même une certaine résurgence donc, dans le monde du Covid-19, la France, l'Espagne, l'Angleterre. Donc peut-être l'Angleterre, le pays le plus endeuillé d'Europe, hier a relevé son niveau d'alerte. Maurice se prépare pour sa deuxième phase de la réouverture partielle, donc le mois prochain. Doit-on s'inquiéter? Non, je ne crois pas. Je crois que Maurice a pris des mesures dès le départ de cette pandémie assez radicales, assez strictes, qui ont été efficaces. Il faut bien le reconnaître, puisqu'on a limité 364 cas, je crois, au total sur l'île, donc ce qui est vraiment très peu. Un taux de décès qui finalement est assez limité aussi, puisqu'il n'y a eu que 10 décès sur la période. Et aujourd'hui, effectivement, on continue d'appliquer des mesures très, très strictes, puisque les seuls cas que l'on connaît, c'est pas dans la communauté, comme on dit, mais c'est les cas importés. Donc, avec les mesures de quarantaine, on arrive effectivement à détecter et à traiter les différents retours et les personnes qui sont éventuellement porteuses du virus. Voilà, donc je crois qu'on n'a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant, combien de temps on va vivre dans cette situation-là? Vous l'avez dit, il y a une deuxième phase qui se prépare, parce que je crois qu'on doit apprendre à vivre avec ce virus. On ne va pas pouvoir s'isoler éternellement. Alors, je crois qu'il y a des attitudes un peu différentes. Comme je disais tout à l'heure, personne n'a la vérité sur cette affaire de virus, et il n'y a pas de solution. Même en Europe, les Suédois, comme vous le savez, ont adopté une pratique très différente peut-être des autres pays européens là-dessus. Donc chacun, en fonction de ses habitudes culturelles, en fonction de sa situation géographique, ça va prendre des mesures particulières. Pour Maurice, évidemment, comme Maurice dépend très fortement pour ses revenus du tourisme, dépend de sa relation commerciale également avec le reste du monde, il y a forcément une nécessité peut-être à un moment donné de voir comment est-ce qu'on va pouvoir réouvrir, si je puis dire, graduellement le pays et retrouver des relations je ne vais pas dire normales, parce que forcément il y aura des contraintes, mais en tout cas des relations ouvertes avec les autres pays, essayer effectivement de reprendre une vie comme elle existait un petit peu avant. Donc là, il y a une deuxième phase qui démarre. J'ai compris qu'il y avait 86 personnes qui s'étaient déjà enregistrées sur le site voilà. prévu à cet effet. Ce qui est important, évidemment, c'est que quand on fait ça, c'est qu'on soit très clair aussi au niveau des protocoles. Parce que les gens qui viennent dans ces circonstances-là doivent savoir exactement quels sont les protocoles, quelles sont les exigences que l'on a vis-à-vis d'eux en termes de est-ce qu'ils doivent rester dans la chambre, est-ce qu'ils peuvent sortir de la chambre, etc. Donc j'ai regardé les protocoles du ministère de la Santé jusqu'à la première phase, qui était assez rigoureux et assez strict, avec des prises de température, avec les 4 tests, 1 avant de venir, 3 le jour 0 à l'aéroport, puis 7 et 14. Donc moi je suis passé par ces phases effectivement également. Donc je crois que c'est très important qu'en tout état de cause, on sache exactement ce qu'est l'offre entre guillemets qui est proposée dans ce contexte-là de la deuxième phase. Parallèlement, il y a la quarantaine payante qui est imposée par le gouvernement. Certains sont d'avis que cette décision ne relancera pas le tourisme mauricien. Êtes-vous de cet avis? Écoutez, c'est clair que c'est une contrainte supplémentaire. Les billets d'avion, déjà, c'est plus que c'était avant. Il faut bien être clair entre nous. Vous avez un one-way ticket dans un sens, et ensuite, il faut trouver l'autre ticket one-way dans l'autre sens. Donc forcément, les coûts déjà des avions sont renchéris. Toutes les villes du monde ne sont pas desservies, donc vous devez vous regrouper effectivement, soit sur Paris, soit sur Dubaï, soit sur Londres, etc., pour venir rejoindre Maurice. Donc il y a des surcoûts qui sont évidemment liés à ça. Et ensuite, il y a effectivement la problématique de la quarantaine. Mais bon, je crois qu'il y a un débat
mauriciano-mauricien sur cette question. Moi, je ne veux pas Mais il n'y a pas eu de discussion, il y a pas eu de discussion prononcer avec là-dessus. l'UE parce que Nous, on a payé. Moi, j'ai payé ma quarantaine, puisque moi, j'étais à mon domicile, mais j'avais 12 diplomates et leurs familles qui étaient effectivement dans un des hôtels ici. Effectivement, on a payé, si je peux dire, la facture concernée pour tous nos diplomates. mais il n'y a pas eu de discussion. Comme nous le savons, Maurice, le marché principal donc, de Maurice, c'est la France, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'il y a eu quand même des conversations avant cette mesure? Ou alors ça a été fait donc, en étant un État souverain, donc Maurice a pris sa décision? Comme vous le dites, chacun des pays est souverain et prend ses décisions en fonction de ses protocoles sanitaires, de sa situation particulière. Donc là, c'était... Tout à l'heure, vous parliez de réciprocité, pour, donc il n'y a pas ce genre de... Alors, de la réciprocité contraintes s'est appliquée, si vous voulez, dans les relations diplomatiques, puisque là, il y a un élément qui rentre en ligne de jeu. Donc, pour la décision ensuite sur l'ouverture graduelle, bon, ça, c'est une discussion qui a lieu au niveau mauricien, entre les différents acteurs. Il faut déjà mettre tout le monde autour de la table au niveau mauricien, les opérateurs hôteliers, etc., les transporteurs. Donc, il faut que la décision se prenne entre l'ensemble de ces acteurs. Ensuite, c'est clair que Maurice est aussi dans une situation qui n'est pas unique, puisqu'il y a d'autres pays dans la zone. Et moi, je m'occupe également des Seychelles. Je suis ambassadeur pour les Seychelles, par exemple. Donc, je suis également ce qui se passe Mais est-ce que l'Union européenne qui a choisi d'ouvrir déjà au mois d'août ses frontières, avec ses propres protocoles aussi applicables. La même chose pour les Maldives, etc. Donc, il y a des essais qui se font. J'ai compris que c'est pas facile non plus pour ces pays-là, puisqu'ils ont un petit peu d'avance par rapport à Maurice de ce côté-là. Donc, ils ont à peu près un taux qui est à peu près d'équivalent à moins de 10% de ce qui était le flux habituel. On a vu pour les Maldives, 540 000 habituels. Donc tout à fait. Mais je crois que le grand enjeu, c'est la saison touristique qui va démarrer. La haute saison, comme on sait, c'est la saison décembre, janvier, donc ce qui correspond à l'hiver en Europe et ce qui est l'été à Maurice. Ici à Maurice. Donc il va falloir effectivement voir comment préparer cette c'est la grande incertitude pour le moment. Est-ce que les touristes européens vont venir à Maurice, selon vous? Écoutez, c'est clair que quand j'étais en Europe là, ces quelques jours derniers, bon, j'ai vu effectivement qu'il y avait un appel des différents gouvernements que les gens passent leur congé à proximité pour qu'ils puissent revenir plus facilement, parce que ça aussi, on a dû gérer ici au mois de mars et d'avril, on a dû gérer avec mes collègues ambassade de France notamment le rapatriement de plus de 20 000 touristes qui étaient bloqués ici à Maurice. Donc forcément, il y a dans cette situation d'incertitude avec le virus, chacun des gouvernements prend des mesures de précaution, on va dire, par rapport à ces différents risques. Donc voilà, donc on est dans une situation mondiale qui est compliquée. Donc les gouvernements européens n'encourageraient pas leurs ressortissants d'aller vers Maurice à des milliers de kilomètres. Pour l'instant, la recommandation, effectivement, c'est de passer ses vacances à proximité dans l'espace national en général concerné, voire européen. Maurice envisage ça devient plus compliqué. Voilà. Maurice envisage une campagne auprès de ces marchés en Europe. Est-ce que justement cette campagne-là pourrait servir à quelque chose, à intéresser davantage de touristes à venir? Ou alors, vous avez été en Europe ce qui est important, je crois, c'est que oui, d'abord que la campagne se fasse. Maurice a une excellente réputation en Europe. Je veux dire, c'est un endroit où les gens aiment bien venir de manière parce qu'on parle aujourd'hui de destination Covid-safe. Mais ce qu'il faut, c'est savoir quelles sont les conditions. Parce qu'en général, les gens n'ont pas des vacances extensibles non plus. Ils ont 10 jours, 15 jours tout au plus de vacances à prendre. Donc, quel est le protocole qui va s'appliquer s'ils viennent à Maurice? Donc, 14 jours, quel est le coût? Voilà. Toutes ces questions doivent être abordées. Et ensuite, il y a une prise de risque qui doit se faire par rapport à ça. Parallèlement, il y a la question économique pour Maurice, l'économie mauricienne grandement affectée. La réouverture des frontières pourrait justement mener à une seconde vague. Est-ce que des avenues de coopération ont été discutées entre l'Union européenne et Maurice? Sur les éléments sanitaires, vous voulez dire? Économique aussi. Économique. Bon, écoutez, sur le plan économique, nous, on est partisans, effectivement, comme je disais tout à l'heure, de maintenir les flux économiques ouverts au maximum. Donc, on a des actions à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau commercial, effectivement, de faire que les transports puissent se poursuivre, que ce soit maritime ou aérien. Donc, ça, c'est très important, effectivement, qu'il n'y ait pas d'interruption dans ce contexte-là. Ensuite, il y a aussi un phénomène que l'on observe, qui est de vouloir produire plus près de chez soi aussi.
comme je disais tout à l'heure. Donc là aussi, il y a on a plusieurs actions avec le Fareil ou avec l'Université de Maurice, justement sur une agriculture raisonnée, une agriculture de proximité pour essayer d'augmenter le taux de production locale de ce point de vue-là. Donc ça fait partie des actions qu'il faut... Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas des actions qui vont avoir des effets immédiats, mais je crois qu'il faut s'inscrire dans la durée, dans le long terme, et on est en train de travailler avec les autorités mauriciennes sur ces problématiques pour former les agriculteurs aux nouvelles techniques aussi, une meilleure utilisation de l'eau, plus rationnelle, etc. Donc faire preuve aussi, avoir confiance dans la science. Je parle beaucoup avec l'Université de Maurice, qui a des idées, qui a des technologies modernes, vous savez, faire pousser ces tomates en hauteur, des choses comme ça. Donc, nous reviendrons tout à l'heure sur cette question de Green Deal, donc, voilà, donc on parle en Europe en ce moment. Mais il y a un autre sujet une polémique qui traîne depuis quelque temps déjà, donc avec l'UE, la liste noire de l'Union européenne sur laquelle se retrouve Maurice. Alors peut-être pour ceux qui n'ont pas vraiment saisi toute cette pertinence, cette question-là, comment Maurice s'est retrouvé sur cette liste ? Écoutez, je crois que d'abord, il y a un phénomène mondial. Je veux dire, en 1989, le monde a créé ce qu'on appelle le GAFI, qui est une espèce ce qu'on appelle en anglais FATF, donc la Task Force financière, qui est un sorte de gendarme international qui va regarder quelles sont les transactions financières à travers le monde pour que le recyclage d'argent sale soit évité et qu'on évite aussi, par la même occasion, le financement du terrorisme international. Donc je crois qu'il y a un vrai effort international qui a été mis en place dans ce contexte-là. Ce que fait cette organisation, le GAFI, c'est que régulièrement, il passe en revue les législations des différents pays, et non seulement les législations, mais aussi les performances effectives de chacun des pays dans la lutte contre le blanchiment. Donc c'est ce qu'a fait le GAFI. Le GAFI est en relation avec Maurice déjà depuis plus d'une dizaine d'années sur ces questions-là. Je crois que le ministre Serutten l'a rappelé, je crois, quand il était en question parlementaire là-dessus. Il a dit que c'était depuis 2012 qu'il y avait déjà eu des rapports là-dessus qui pointaient sur un certain nombre de déficiences qu'il fallait corriger. Plus récemment, je dirais que malheureusement, le GAFI a considéré qu'il n'y avait pas eu suffisamment d'avancées qui ont été réalisées. Et en février de cette année, le GAFI a décidé de mettre ce qu'ils appellent Maurice sous monitoring renforcé. Donc, c'est pour une période de 2 ans. Donc, là, le point de départ, c'est celui-là. L'Union européenne se base toujours sur les positions qu'adopte ce gendarme international, de ce point de vue-là. Et pour limiter les risques, on met effectivement un certain nombre de pays sur cette fameuse liste noire. Voilà, qui considère les pays qui sont potentiellement un risque en matière de blanchiment. Donc, ce qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est que Maurice se rapproche du GAFI, ce qui a été fait. Il y a eu des rapports qui ont été échangés ces jours derniers, d'ailleurs, il y a quelques semaines, entre le GAFI et la République de Maurice, pour essayer effectivement de montrer les progrès réalisés. Et beaucoup de choses ont été faites. Je crois qu'il faut reconnaître que vous avez vu très certainement dans l'actualité Justement, la profession du jeu, la profession des bijoutiers, la profession dans le domaine de l'investissement immobilier, etc. Donc il y a des mesures qui ont été prises, la supervision bancaire, voilà. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui ont été prises. Et je crois que ça va dans la bonne direction, donc ça c'est très important. Il y a les formations, nous-mêmes on a fait venir des experts qui sont aussi en quarantaine pendant le mois d'août pour effectivement apporter un certain nombre de formations, que ce soit l'Union européenne, le FMI ou d'autres acteurs. Vous avez d'ailleurs présidé une séance de travail donc, il n'y a pas longtemps. Mais un rapport entre... Mais voilà, donc maintenant, je crois que ce qui est important, c'est de démontrer l'effectivité, si vous voulez, du système. Mais Vincent Degerre, il y a un point que le gouvernement mauricien n'a pas cessé de dire, que ça a été une décision unilatérale. Donc, qui a été prise par l'Union européenne sans consultation avec Maurice. Est-ce qu'on peut dire, si par exemple, un pays est blacklisté par GAFI, automatiquement, ce pays rentre sur la liste de l'UE ? Oui, notre méthode, c'est ce qu'elle prévoit, si vous voulez. Donc, on a une méthode qui évolue un petit peu dans le temps, mais cette méthode, elle est, j'allais dire, immuable d'une certaine manière. Elle existe depuis un certain nombre d'années. Et donc, il y a des pays qui rentrent sur la liste et d'autres qui en sortent. Donc, là, il y a eu 5 pays qui ont été délistés, effectivement, par la décision du mois de mai qu'a prise la Commission européenne. Et il y a 12 pays, dont Maurice, qui sont rentrés, si je puis dire, sur la liste. Donc c'est une liste au total aujourd'hui de 20 pays qui se retrouvent parmi les pays considérés unilatéral, présentant des risques structurels.
Unilatéral, si vous voulez, comme je dis tout à l'heure, on se base sur ce que le GAFI nous donne comme information. Si le GAFI considère qu'il y a un risque, dans ce cas-là, on prend la mesure de mettre le pays. Est-ce qu'il y avait eu des discussions préalables parce qu'il y a des indications, il y a un suivi. Donc, c'est un avertissement de l'Union européenne. L'Union européenne est membre du GAFI, donc la discussion, de notre point de vue, elle se fait dans l'enceinte du GAFI, sachant que si le GAFI met sous monitoring, automatiquement l'Union européenne le fera. Je pense que d'ailleurs, vous avez ici à Maurice une presse très ouverte et très bien informée. Qui d'ailleurs, je crois au mois déjà de mars, moi j'avais lu des articles dans la presse qui alertaient sur cette problématique. Donc je crois qu'effectivement, alors là où il y a une petite discussion, c'est qu'effectivement la Commission européenne, lorsqu'elle a pris sa décision le 7 mai dernier, n'a pas fait d'information préalable des pays concernés. À tort. Mais à tort, nous on considère que non, parce qu'on considère que comme la méthode est connue et comme le GAFI est une organisation où chacun est représenté, il n'y a pas de doute, si vous voulez, sur ce point-là. Peut-être qu'on aurait pu informer par courtoisie les pays concernés sur le fait qu'ils allaient effectivement rejoindre officiellement cette liste à partir d'une certaine date. Ce qui n'a pas été fait. Alors peut-être qu'on le fera à l'avenir de manière à ce qu'il n'y ait pas ce type de mauvaise compréhension entre les différents acteurs. Alors il y a eu quand même 5 recommandations de la Financial Action Task Force. Oui. Et donc où en sont les choses aujourd'hui? Est-ce que bientôt vous allez venir nous annoncer que Maurice était délisté? Je vous l'annoncerai le jour où le GAFI m'enverra un rapport me disant ce n'est pas encore le cas. Écoutez, je crois que le ministre Serrutten a expliqué assez clairement l'autre jour la procédure. Donc là, ils sont en discussion avec le GAFI sur base des recommandations qui avaient été faites. Le GAFI doit analyser tout ça. Ils ont posé plus de 90 questions additionnelles, je crois, récemment par rapport à ça. Donc on va voir quelles seront les réponses et quelle sera la position finale du GAFI. Là, le GAFI doit ensuite, comme le ministre l'a rappelé, envoyer une field visit, une field mission qui vient sur place, qui vérifie effectivement si l'ensemble des données qui sont dans les rapports sont effectives et constate effectivement la réalité de ce qui est décrit. Et puis à partir de là, le GAFI fait une recommandation. Et dans session plénière, le GAFI décide ou ne décide pas de délister les pays. On s'est engagé vis-à-vis des autorités mauriciennes à ce que si le GAFI prend cette décision, à ce que dans un délai relativement bref, on prenne également dans la foulée notre décision. Vous avez une idée dans combien de temps ça pourrait intervenir? Entre la décision du GAFI et la nôtre, on a fixé un calendrier de 6 semaines à 2 mois à peu près, donc pour que la décision se prenne. Donc ça c'est. Mais je crois que ce qui est important, si vous voulez, c'est aussi la perspective, si vous voulez. Donc, je crois qu'il faut bien voir aujourd'hui que Maurice est dans une dynamique positive, qu'il y a effectivement un ensemble de mesures qui ont été prises, qui vont dans la bonne direction. Les formations ont été faites. Maintenant, il faut qu'on se mette au travail aussi au niveau des notifications. Pour rentrer dans le détail, mais je dirais qu'on a par exemple des rapports. D'ailleurs, la presse en a parlé ces jours-ci. Il y a des suspicious. Voilà, donc j'allais venir. Il y a des actions suspicieuses. Il faut que ces transactions donnent lieu ensuite à analyse, éventuellement à enquête, si nécessaire à sanction. Parce qu'aujourd'hui, depuis ces dernières 72 heures, on parle de Fins and Files, donc de consortium de journalistes, avec 72 millions quand même qui auraient transité par Maurice, etc., à travers donc cette compagnie enregistrée à Chypre. Ouais. Est-ce que ça arrange? J'imagine que ça n'arrange pas les choses pour Maurice. Écoutez, comme vous l'avez dit, ça passe par Chypre, donc ça concerne nos pays européens aussi, quelque part. Je veux dire qu'on doit balayer aussi devant notre porte. C'est pour ça que l'Union européenne a voulu durcir en fait toute sa législation interne ces dernières semaines. Donc on a tout un effort aussi en interne, tout un effort aussi au niveau des investigations que nous menons de notre côté. On attend de nos partenaires effectivement qu'ils fassent le même effort. Ensuite, c'est le GAFI qui va se prononcer, qui va analyser la situation et qui nous dira si il est satisfait ou n'est pas satisfait de ce qui est des résultats obtenus. Mais compte tenu de ces derniers dossiers, est-ce que cela va être ajouté au dossier existant de Maurice? Ajouté dans quel sens? Le fait que Maurice soit cité dans ces derniers documents qui ont été donc publiés? Non, je pense pas. Je pense que c'est ça va pas venir ces transactions auxquelles vous faites référence. Elles datent, si je me rappelle bien, entre 2003 et 2018. Donc c'est des opérations déjà assez anciennes, on va dire. Donc la question est de savoir
par rapport à ce reporting, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a eu, comme je disais tout à l'heure, Donc c'est est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce que ça a conduit effectivement à des jugements éventuels ou des saisies, etc. C'est ça l'élément important, parce que il ne faut pas se méprendre sur cette affaire. C'est pas une question de lobbying, parce que souvent j'entends parler de lobbying diplomatique ou politique, etc. Alors, mais voilà, il y a des cabinets étrangers qui ont été... Pour faire du lobbying, il faut avoir un bon dossier. Hein. Je veux dire, ce qui est essentiel d'abord, avant tout, c'est d'avoir un dossier crédible, défendable, avec des chiffres, avec des indications très claires par rapport à ça. Donc je crois que tout l'effort qu'on doit essayer de faire actuellement, et c'est sur quoi on travaille avec les autorités mauriciennes, c'est justement de renforcer la qualité du dossier. C'est ce qui se fait au niveau de la législation, c'est ce qui se fait au niveau des structures mises en place, etc. Ensuite, il faut que ces structures fonctionnent, montrent qu'elles sont efficaces et qu'elles donnent des résultats. C'est ça. Et il faut avoir au moins des premiers résultats, si je puis dire, pour montrer qu'on est sur une trajectoire et une dynamique positive. Donc on a commencé à faire le travail, je crois qu'on l'a bien entamé. Maintenant, il faut poursuivre dans cette dynamique. Donc l'Union européenne est satisfaite des efforts de Maurice ? Bah écoutez, on les a accompagnés, donc forcément, on a été partie prenante à ce processus. Maintenant, encore une fois, il faut que les résultats soient au rendez-vous. Donc c'est ça qui sera vraiment déterminant. Est-ce que pour vous, c'est visible, donc depuis le coup de bâton de l'AGAFI, est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur, vous voyez les choses aller dans la bonne direction à Maurice ? Mais je crois, pas seulement moi en tant qu'ambassadeur, je pense que tout à chacun ici a pu voir effectivement que la législation a été renforcée, que les Gambling Authority a été par exemple renforcée également, qu'elle a des moyens additionnels à sa disposition. Maintenant, il faut que ces moyens donnent, comme je disais tout à l'heure, pas sans savoir que ces résultats, c'est même ça qui sont toujours montrés du doigt pour justement des mauvaises pratiques, correctes. Eh ben, c'est ce qu'il faut corriger s'il y a besoin de le corriger. Donc, mais ça, encore une fois, c'est les autorités qui doivent. Je pense qu'il y a une mobilisation quand même très forte au niveau de l'administration mauricienne. Moi, j'ai pu rencontrer effectivement les différents interlocuteurs, que ce soit la FSC, la FIU, enfin tous les opérateurs qui sont dans le secteur et qui paraissent très mobilisés. Donc, le Premier ministre a pris en place ce corps groupe qui travaille d'arrache-pied là-dessus, avec l'objectif effectivement d'aller le plus rapidement possible vers ce délisting. Donc nous, on est là pour accompagner le processus, mais la décision, entre guillemets, elle viendra de ce que le GAFI nous dira dans ce contexte-là. Nous allons passer à la pause pub, on se retrouve juste après pour la suite de l'entretien avec Vincent Desgers, l'ambassadeur de l'Union européenne à Maurice. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est casse de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. Promex c'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain un tasse bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Pour mieux voir. Radio Plus au cœur de l'info. La suite.
On va revenir sur toute la question de la liste noire avec vous, donc ce dont on parle depuis tout à l'heure, Vincent Degère. Alors, si on comprend bien, il y aura une visite probable de la GAFI, donc quand elle va intervenir, on ne sait pas encore, Non. mais on comprend que GAFI reviendra si vraiment il y a des signes visibles, très clairs, qu'il y a une amélioration et qu'on va dans la bonne direction. Au cas contraire, non. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer maintenant ? Mais écoutez, ce qui va se passer, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà eu des échanges très intenses entre le gouvernement mauricien et le GAFI sur ce dossier pour analyser effectivement les progrès réalisés. Je crois que globalement, tout le monde reconnaît qu'il y a eu un effort extrêmement important de réaliser de ce point de vue-là. Maintenant, le GAFI, je crois, décidera d'envoyer une mission à partir du moment où ils seront convaincus eux-mêmes que ces avancées vont aussi donner les résultats attendus en termes de, comme je disais tout à l'heure, d'effectivité du système. Quand ils auront cette conviction, ils enverront leur mission qui fera les vérifications d'usage qu'ils font habituellement sur ce type de dossier, en allant dans les différentes institutions pour vérifier effectivement que les enquêtes sont menées, que les mesures sont prises, que des sanctions éventuelles, si besoin, interviennent, etc. Et à partir de ce moment, la mission fera sa recommandation au groupe de travail qui, lui, ensuite demandera à la plénière du GAFI de trancher effectivement sur cette question. Vous conviendrez avec moi que les répercussions sont énormes sur le secteur bancaire, sur l'offshore, sur tout cela, et que les opérateurs attendent une décision finale de délister Maurice. D'ici quand ça pourrait intervenir selon vous ? Je pense qu'il y a encore quelques mois de travail devant nous, parce que le problème, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement que qu'on puisse afficher des résultats. Donc, alors, pas des résultats définitifs, absolus, etc., mais il faudra quand même une ébauche de résultats qui soient convaincants, suffisamment convaincants pour obtenir cette décision du GAFI. Donc, je crois que c'est ça le grand enjeu. Donc, tout l'effort, je crois, dans les semaines et les mois à venir, doit porter effectivement sur cette efficacité. Donc, il n'y a pas une échéance, on ne peut pas dire le quand. C'est difficile à prévoir, mais je crois que le gouvernement mauricien espère qu'en début d'année prochaine ou au milieu de l'année prochaine ou plus tard, on puisse aller vers cette Vous êtes optimiste, décision. Vous, pour aller cette direction-là ? Si on reste sur cette dynamique, j'imagine qu'on peut raisonnablement espérer effectivement qu'on atteigne cet objectif. Donc voilà, en tout cas, nous, de notre côté, on va continuer effectivement à apporter notre soutien dans ce contexte-là. Mais après, la prise de responsabilité finale, c'est chaque institution mauricienne qui doit la prendre en fonction de son cadre légal, de ses responsabilités propres par rapport à son rôle dans ce défi. Juste un mot, vous venez de parler de résultats. Quel type de résultats vous attendiez ? Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, encore une fois, c'est pas moi qui attends des résultats. Voilà, disons que je crois très, très clairement, il faut que l'on démontre que le système est effectif. C'est comme quand vous luttez contre la corruption. Je veux dire, moi j'ai fait ça dans plusieurs pays à travers le monde. Très clairement, je me rappelle avoir, avec les autorités croates à une certaine époque, on demandait quelles étaient les dénonciations, parce qu'il y avait tout un système de reporting, de dénonciation, etc. Combien vous avez de dénonciations ? Est-ce que vous avez un système en place ? Oui. Est-ce que vous avez des dénonciations ? Non. J'ai dit, mais écoutez, si vous n'avez aucune dénonciation, me dire que le système est efficace, c'est difficile à prouver, parce que nous-mêmes, au sein de l'Union européenne, on a des notifications, on a chaque année, parce que malheureusement, c'est un phénomène mondial que l'on connaît. Donc il faut, à un moment donné, démontrer effectivement que votre système de détection des transactions suspectes fonctionne et que vous prenez les mesures correctrices pour éviter qu'elles ne se répètent dans le temps. Voilà, si l'on se fie à ce que disent les politiques, les observateurs par rapport à l'ICAC, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe en termes d'enquête, en termes de résultats. Écoutez, ça, c'est une vous qui le dites en tant que journaliste. Moi, je ne me prononce pas sur le rôle des différents acteurs. Ce qui c'est une institution qui est prise en compte. Effectivement que chaque institution fait son travail et qu'elle a les résultats attendus et que le domaine est réglementé correctement et qu'il est étanche au maximum par rapport à ces malversations financières. C'est ça le principe. Donc, mais le souci aussi, il faut qu'il y ait, comme vous avez dit, des résultats, que les enquêtes progressent, que les enquêtes aboutissent à quelque chose. Donc souvent, on ne voit pas ça avec nos institutions à Maurice. Quelle est votre opinion par rapport à tout cela ?
Je crois qu'il faut le cadre juridique est là, les institutions sont là, il faut que les institutions donnent les résultats par rapport à leur responsabilité. C'est pas à moi en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne de décider de dire quelle institution qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Je crois que c'est une réflexion qui doit se faire au niveau national, c'est une réflexion qui doit se faire au niveau national, une discussion au niveau national, une concertation pour voir qu'est-ce que l'on veut effectivement réaliser dans ce domaine. Vincent Degère, après la liste noire, la marée noire, donc vous le savez... On reste très noir cet après-midi là. Donc nous savons que Maurice bénéficie de l'aide de l'Union européenne. Parlez-nous justement de cette aide, donc de l'aide apportée à Maurice. Écoutez, je crois qu'on parlait tout à l'heure du tourisme, l'un des éléments aussi qui a bien sûr créé une émotion ici à Maurice extrêmement forte, mais aussi à travers le monde évidemment, c'était cette marée noire, cet accident terrible qui est arrivé à la Pointe d'Esny il y a quelques semaines. Donc ça a vraiment marqué les opinions ici à Maurice et encore une fois dans le monde. Donc ce qu'on a nous essayé de faire, c'est d'être réactif par rapport à ça. Donc on a immédiatement proposé notre assistance aux autorités mauriciennes à plusieurs niveaux. Moi, on a reçu un courrier demandant un soutien le 6 août, je me rappelle la date très, très précisément, et je crois dans le jour même, on a réagi, activé notre mécanisme de protection civile européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a commencé à donner des imageries satellites sur l'accident, sur la manière dont la nappe se développait pour permettre effectivement de compléter ce que faisaient déjà les gardes-côtes mauriciens. Ils prenaient des photos comme ça avec les hélicoptères tous les jours pour voir où mettre les boudins pour capter effectivement et limiter l'impact de la pollution. On a mobilisé notre programme Sustainable Island qu'on a déjà en cours depuis 3 ans ici avec la Tourism Authority, et on a décidé avec la Wildlife Foundation de financer les équipements pour permettre aux opérateurs d'aller à l'île aux Aigrettes, de récupérer les reptiles, les oiseaux, les différentes espèces endémiques pour les sauver de cette pollution terrible qui était en place. Donc on a intervenu comme ça, on a participé comme chacun ici. Moi j'ai des équipiers de chez moi qui sont allés effectivement aider pour confectionner les boudins, couper les cheveux, tout ça, ce que chacun ici a fait. Je trouve un élan de solidarité extrêmement fort ici au niveau de la population mauricienne dans son ensemble. On a essayé d'accompagner tout ça de nos efforts. Ensuite, évidemment, on a aussi et surtout activé nos États membres, et on a la chance, ayant la Réunion, l'île Sœur à proximité, d'avoir dans le cadre de notre Team Europe avec la France un acteur qui a une expérience dans le traitement des marées noires déjà, et qui a pu effectivement déployer toutes ces équipes ici qui ont pu venir travailler avec les gardes-côtes, travailler sur les questions de pompage effectivement de l'épave et des 4000 litres de fuel qui étaient effectivement 4000 tonnes pardon, de fuel qui étaient dans l'épave pour essayer de capter au maximum cette pollution et d'éviter qu'elle ne se propage. Donc ça, c'est tout ce qui a été fait et déployé par ces équipes. Moi, il y avait le représentant de la Réunion, je crois qu'il était inclus dans l'équipe d'urgence, on va dire, que réunissait le ministre Armano tous les jours pour effectivement gérer la crise et voir quelles mesures prendre et comment travailler là-dessus. Ensuite, maintenant, il y a toute la phase de nettoyage, toute la phase de dépollution. Moi, demain, j'irai avec mon équipe de la délégation, avec nos collègues aussi de l'ambassade de France, de l'AFD et de la région Réunion. On ira dans la zone, à Bois des Amourettes, pour être précis, ou sur la plage de Rivière des Créoles, pour justement aider encore à suivre. On va signer un Mediagroup. Oui, on va, voilà, exactement. Donc on sera là. J'irai voir comment travaillent les équipes de Le Floc, puisqu'ils m'ont proposé de participer à une opération de nettoyage des rochers, qui est apparemment une opération assez délicate et assez compliquée. Donc parce qu'il ne faut pas plus abîmer en nettoyant que c'est déjà abîmé par la pollution. Donc il y a vraiment des mesures particulières qu'il faut prendre dans ce contexte-là. Demain, on signera aussi un accord avec Reef Conservation, parce que dans notre cadre de notre projet, la Tourist Authority va signer avec Reef Conservation un accord pour justement continuer ces opérations de nettoyage et notamment la protection des coraux dans cet espace. Donc voilà, donc on est engagé sur ces différents fronts. Ensuite, on va travailler sur le plus long terme aussi. Donc on a par chance un projet avec l'Université de Maurice qui va nous permettre de mieux mesurer l'impact
de la pollution dans la zone, dans ce formidable bassin là de Maïbourg, donc pour voir effectivement quel est l'impact de la pollution, quel est son effet nocif et qu'est-ce qu'on peut faire pour le compenser sur le long terme. On va travailler aussi sur un grand projet de restauration des mangroves. Parce que les mangroves, évidemment, c'est les zones de reproduction pour les poissons. Donc c'est vraiment très très important, effectivement, qu'on essaye de maintenir tout ça, de sensibiliser les populations locales aussi, ce que chacun peut faire. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà engagés dans les opérations de nettoyage immédiat, mais il faut certainement faire des actions à plus long terme aussi, de replantation. Vous avez été actif aussi sur la question de la gestion de l'échouage des cétacés, donc avec La Réunion, Globis, etc. Oui. Donc il y a eu l'autopsie, il y a eu quand même des experts qui travaillent sur le dossier. On n'a pas entendu le rapport. Est-ce que vous êtes plus avancé que nous sur la question? Non plus, j'ai pas entendu le rapport. Donc je ne sais pas. Je crois qu'il y a des prélèvements qui ont été faits, qui doivent être transmis. Parce que je ne crois pas que l'analyse puisse se faire ici à Maurice. La Commission baleinière internationale qui Voilà, donc il faut transmettre, je crois, comment ils appellent ça, les rapports de panique, je crois qu'ils appellent ça. Donc il faut effectivement envoyer ces échantillons pour qu'ils puissent être analysés, pour qu'on puisse effectivement connaître la réalité du problème qui est survenu avec ces dauphins. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres espèces d'affectées, parce que moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'à plus long terme, vous savez que Maurice est une zone de biodiversité absolument merveilleuse. Souvent les Mauriciens, je ne sais pas si tous les Mauriciens le savent, mais il y a des populations de cachalots qui vivent ici autour de l'île. Moi, je les ai vus parce que j'étais plongé avec eux il y a quelques semaines. Et donc je m'inquiète aussi quel est l'effet sur ces populations de cachalots qui vivent ici. Il y a les baleines à bosse qui viennent régulièrement se reproduire vers Pointe-Mire ou l'île Ronde ou l'île Plate au-dessus, donc c'est la zone de reproduction. Bon, là encore, il y a des questions, des interrogations, est-ce que ces espèces sont en danger ou pas. Donc il va falloir analyser tout ça, travailler sur ces questions-là. Donc on est, nous, très mobilisés, très engagés. Effectivement, on va lancer aussi des opérations dans ce sens avec nos partenaires, à la fois les autorités mauriciennes pour tout ce qui est replantation de mangroves, etc., mais aussi avec les ONG qui sont très investis dans ce domaine. Alors vous avez été très présent dans cette période, dans ce moment, alors, on dit assez noir comme Élodie le disait donc, pour Maurice. Et moi je suis très concerné par tout ce qui est tout ce qui touche à la mer, tout ce qui est protection de l'environnement. À titre de personnel, mais aussi, comme vous le savez, c'est une politique effectivement de l'Union européenne, puisque ma présidente, Madame van der Leyen, a lancé ce grand programme de Green Deal au niveau européen. Donc on le décline aussi dans toutes nos politiques avec nos partenaires au niveau international. On a vu justement cette implication ces dernières semaines par rapport à toute l'affaire Wakashio et tout ce qui s'est suivi, l'antipollution, etc. Mais on a aussi le sentiment que parfois, dans ce couple Maurice-UE, on a le sentiment que l'UE est là justement juste pour aider dans les moments difficiles et que pour d'autres projets, on a tendance à se tourner vers l'Inde ou la Chine. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous? Parce que ça se dit aussi dans c'est tout à fait normal que Maurice travaille avec tous les pays dans le monde. Nous, on travaille aussi avec tous les pays dans le monde. Donc, je crois qu'il n'y a pas de rivalité ou de tension. Par exemple, pour les gros projets, donc on parle de Métro Express, on parle d'autres projets. Est-ce que donc, vous ne sentez pas que l'UE n'est pas privilégié dans ce genre de projet? Non, pas du tout, parce que franchement, on a des très gros projets en cours. Là, récemment, l'AFD, l'Agence française de développement, a signé un prêt de 12 milliards de roupies avec l'État mauricien. C'était il y a quelques semaines. Donc, ça prouve effectivement l'engagement de la France et de l'Union européenne avec l'État mauricien. On a des grandes infrastructures, l'aéroport de Rodrigue, des choses comme ça sur lesquelles on va travailler aussi avec les autorités. Donc, non, je crois que Maurice joue sa carte bien avec l'ensemble de ses partenaires, et c'est tout à fait normal et naturel. Pourquoi cette question? Parce qu'on a entendu ces derniers temps dans les ambassades ici à Maurice, on dit que finalement nous sommes un peu les meubles qui sont là, donc on va faire appel à nous quand on aura bien besoin, parce que quand les autres ne vont pas se manifester, mais donc les autres qui bénéficient des plus gros projets, de la plus grande visibilité. Non, je crois qu'on a une visibilité qui est très forte. On vient de parler du Wakashio. Je pense que tout le monde a pu constater effectivement notre engagement avec la France, en particulier l'île de la Réunion
très certainement dans ce contexte-là. On va aussi travailler avec un autre partenaire que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est la Commission de l'océan Indien. Donc vous savez que nous, on est très, très impliqués dans tout ce qui est coopération régionale, un peu par nature, parce que l'Union européenne, c'est un petit peu un phénomène aussi, une naissance qui est partie d'une coopération au niveau continental. Et donc on a l'ambition aussi d'aider effectivement Maurice, Seychelles, Comores, Madagascar, avec l'île de la Réunion, à travailler ensemble sur toutes ces questions. Des questions essentielles pour le pays, comme on voit cet accident oil spill, donc de marée noire qu'on a observé. Heureusement que la Commission de l'océan Indien avait, avec un autre partenaire, avec la Banque mondiale, avait fait un programme justement de gestion de ce type de catastrophe, ce qui a permis aux opérateurs mauriciens, quand les collègues français sont arrivés, ils avaient fait les mêmes formations, ils avaient le même matériel, donc ils ont pu travailler, être efficaces le plus rapidement possible dans ce contexte-là. Donc il y a eu une synergie qui existe à ce niveau-là. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer dans cette perspective, travailler sur la sécurité maritime, parce que le Wakasho, c'est quand même le 3e navire qui s'était échoué à Pointe-des-Nies en 100 ans. 3, ça fait beaucoup en 100 ans, je trouve, personnellement. Donc, il faut se poser la question, comment on évite le 4e, je veux dire, donc, je pense qu'il va falloir réfléchir au niveau des axes de navigation, au niveau des législations applicables, etc. Vous avez entamé des discussions avec les autorités mauriciennes par rapport à la sécurité maritime. La sécurité maritime, on a depuis plusieurs années déjà un programme qui est en place, d'observation aussi de tout ce qui se passe au niveau de la navigation dans l'océan Indien. On a un centre en place pour ça à Madagascar, un centre d'intervention aux Seychelles. J'étais un peu déçu d'ailleurs qu'il ne soit pas plus actif et plus engagé sur l'opération de Wakasho. Donc je crois que chacun doit faire un peu son examen de conscience et poser les questions par rapport à ces opérations. Donc j'ai posé la question aussi à ce niveau-là. Donc sécurité maritime, je crois que tout le monde a vu avec le Wakasho combien c'est essentiel et important de travailler sur ces questions et de travailler à fond et d'avoir les équipements en place, les procédures qui fonctionnent. Voilà, tout ça, ça doit donner des résultats. Je veux dire, c'est vraiment essentiel. On vient de lancer un projet sur la sécurité portuaire, qui est un autre grand défi, effectivement, pour que, effectivement, il y ait une sécurité de la manière dont les matériaux sont gérés, sont vérifiés, sont contrôlés, etc. Donc tout ça, c'est important aussi pour la réputation du port de Maurice. Dans ce point de vue-là, c'est vraiment important de montrer qu'ils ont un système qui fonctionne parfaitement bien. Sécurité alimentaire dans la région, on vient d'en parler aussi. Dépendance alimentaire, on le voit avec la crise de Covid, c'est un sujet essentiel. Donc sur tous ces grands enjeux-là, on est très engagé, en tout cas européenne, avec la Commission de l'océan Indien, avec les États membres. Parfois, j'aimerais que les États membres aient plus d'appropriation et qu'il y ait un meilleur phasage, si vous voulez, entre ce qui se fait au niveau régional et ce qui se fait au niveau national. Je crois qu'on n'a pas encore réussi suffisamment. Donc, il y a un nouveau secrétaire général de la CEI qui a pris ses fonctions il y a quelques jours. Donc, je vais le voir la semaine prochaine. On va essayer effectivement de travailler sur cette dynamique et essayer d'améliorer encore les performances dans ces différents domaines. Quelles leçons devons-nous tirer de cette catastrophe écologique selon vous ? Je crois qu'il y a énormément de leçons à tirer. Je crois qu'il va falloir faire l'analyse un peu des séquences, des incidents qui ont conduit à cette catastrophe, parce que je crois qu'il n'y a pas qu'un seul élément, il y a plusieurs éléments de défaillance dans la chaîne, des événements qu'on a pu observer, aussi au niveau de la réactivité, au niveau du traitement complet de la catastrophe et de la dépollution qu'on doit maintenant mettre en place par rapport à tout ça. Donc tout ça, c'est des enseignements qu'on doit faire. Puis il y a des côtés extrêmement positifs qu'on doit essayer de valoriser quand même, malgré tout, de cette catastrophe. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est cette prise de conscience au niveau de la population mauricienne dans son global, de cet élan de solidarité qui s'est manifesté dans ce contexte-là. Je crois que c'était vraiment quelque chose d'assez remarquable. Les ONG, avec la population, étaient extrêmement actifs tout au long pour essayer de contenir, avec les moyens du bord, avec peu de moyens en fait, la diffusion de cette marée noire. Parce c'est quelque chose c'est quelque chose de très important. Donc il y a eu cet élan de solidarité. Maintenant, il faut construire là-dessus. C'est un peu le sens qu'on a avec vous aujourd'hui de cette action de sensibilisation sur les océans, parce que les océans sont en danger. Très clairement, il y a des risques de pollution énormes.
Maurice est quelque part victime aussi de cette situation avec le changement climatique, avec la montée des eaux. Moi, j'ai vu que la montée des eaux a été multipliée par 4 dans les 20 dernières années. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un demi-centimètre par an. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, et donc, ce qui veut dire que Donc le risque pour les pays du Sud, comme la comme plage Maurice, de Troubiche, elle a perdu 30 mètres dans les 40 dernières années. Pic en flaque Pic en aussi. flaque, c'est 2 mètres en 4 ans, je crois, qui ont disparu de la plage dans ce contexte-là. Donc il y a vraiment un besoin de mobilisation, d'engagement, à la fois d'engagement citoyen, d'engagement au niveau Des autorités. gouvernemental, des autorités, au niveau international aussi, parce que, entre guillemets, l'Union européenne, parfois, elle se sent un peu isolée sur ces questions-là, hein, parce qu'on est entouré de climato-sceptiques qui sont aux États-Unis, en Russie, au Brésil ou ailleurs, ou des pays qui ne respectent pas leurs engagements qui sont pris dans la Convention de Paris. Donc, on a besoin, effectivement, que des pays comme Maurice, comme les Seychelles, comme d'autres pays, se joignent à nous, effectivement, pour porter ce message qu'il faut mettre en place des politiques au niveau international, effectivement, et les jeunes nous le demandent. Bien sûr. Pas seulement Greta Thunberg, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui. Et les jeunes à Maurice aussi. Ouais. Ils se sont. Les jeunes Il y a Fridays un for autre Future, phénomène etc., qu'on voilà. a pu observer, c'était la mobilisation de la jeunesse, en particulier sur ces grands enjeux du monde moderne. Donc il faut effectivement capitaliser là-dessus. Et nous, ce qu'on aimerait justement essayer de faire modestement avec Radio Plus, donc on compte sur votre soutien aussi, c'est d'avoir cette action de sensibilisation, d'information. Quels sont les risques, qu'est-ce qui se passe effectivement. Un premier pas est franchi déjà. Voilà. Donc il faut faire vraiment tout ça et peut-être changer nos habitudes. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Tout à fait. Tout le monde est habitué à aller acheter ses bouteilles d'eau en plastique. Moi, j'achète plus de bouteilles d'eau en plastique depuis un certain nombre d'années. On comprend qu'on réfléchit voilà, dans la manière de on fait des remplacer. Voilà. On fait du tri sélectif. Voilà, il y a un effort qui peut être fait au niveau international, au niveau national, mais il y a aussi un effort individuel qui, je crois, est très important. Et l'idée, c'est un petit peu de sensibiliser sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour aider à sa manière, à rendre cette planète plus vivable à terme. Je reviendrai sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, la question de la sécurité maritime de la zone océan Indien. Oui. Et Sébastien Lecornu l'avait précisé lors de sa visite chez nous, en disant qu'il y a des protocoles qui existent donc en France, à La Réunion notamment, qui auraient jamais permis que cela se passe comme cela s'est passé ici chez nous. Donc, la question donc vous avez beaucoup parlé avec la COI, la Team Europe de la piraterie il y a quelques temps. Il y a toute la question de la sécurité maritime donc de notre zone. Est-ce que aujourd'hui ce n'est pas un enjeu, parce que on se demande si le Wakashio avait à son bord des équipements radioactifs, qui avait une bombe, donc qui avait des armes, qui avait de la drogue, donc beaucoup de suppositions, donc spéculation aussi qu'on aurait pu faire. Oui. Et donc ça pose un sérieux souci, parce que le bateau est arrivé sur nos côtes, a traversé l'océan Indien, est arrivé là pendant 2 jours. Non, il y a un besoin, comme vous le dites. 80% du commerce mondial passe par l'océan Indien. Voilà, donc il n'y a pas photo, c'est vraiment massif, c'est extrêmement important. Donc il y a un besoin effectivement de contrôler, parce que dans ce commerce mondial, il y a du commerce légal et il y a aussi énormément de commerce illégal, que ce soit du trafic de drogue, que ce soit du trafic d'êtres humains, du trafic d'animaux aussi, parce que on a parlé tout à l'heure du Covid, tout à l'heure du SARS-CoV-2. On a des spéculations sur le pangolin ou les chauves-souris, etc. Donc il y a aussi ça qui fait partie du problème. Donc nous, en tant qu'Union européenne, on va travailler sur ces problématiques. On essaye de mettre en capacité, je crois que c'est ça l'idée, mettre en capacité effectivement les pays de la région dans leur capacité à gérer effectivement ces flux. Et pour ça, il faut de l'information, il faut de la volonté politique effectivement pour mettre en place les bonnes méthodes, les bons outils effectivement. Et nous, on est prêts à accompagner ce processus. On l'accompagne aussi d'une autre manière, c'est carrément de manière militaire, puisque comme vous le savez, depuis plus de 10 ans, on est engagé avec notre force NAVFOR au large des côtes de la Somalie, pour effectivement combattre la piraterie internationale. Le mandat d'ailleurs, NAVFOR vient à échéance à la fin de cette année, donc on est en train de réfléchir à la poursuite. La question est, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Il y a un débat, ça coûte de l'argent évidemment, donc ça aussi c'est un enjeu important dans ce contexte-là.
Non, je crois pas. Je pense que, je crois pas. C'est pas moi de décider. Les ministres décideront. Je sais pas. Ça dépasse ma compétence. Mais je crois que la réflexion aujourd'hui, c'est de se rendre compte que ça a eu un impact. La piraterie a quasiment cessé. Il y a encore eu quelques incidents éparses ici ou là, mais c'est plutôt contenu aujourd'hui. Donc très clairement, donc c'est plutôt un succès, je pense, en termes d'opération. La question est-ce qu'on se limite à la piraterie? Est-ce qu'on élargit sur d'autres secteurs d'activité? Parce qu'on voit donc il y a une réflexion sur le sujet que vous venez de mentionner, sur la question de la drogue, effectivement, où on pourrait effectivement être amené à élargir le mandat à ça. Mais encore une fois, ça c'est une décision que les ministres vont devoir prendre à la fin de cette année. Donc de continuer ou pas avec le mécanisme de la FOR, éventuellement d'élargir son mandat. On reprend l'émission tout de suite après la pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man. Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. 17h passées de 50 minutes, vos appels dans quelques instants au 208 4999, 208 5999. Alors, Vincent Legère, avant de prendre les appels des auditeurs, on a eu quand même, dans la préparation de ces émissions, beaucoup de personnes qui nous ont dit, c'est vrai que l'UE aide souvent donc les autorités à mettre en place des programmes, mais il y a quand même la question de l'aide aux familles, l'aide sur le terrain. Il y a aujourd'hui, Maurice se retrouve dans une situation comme pays à haut revenu. Beaucoup d'ONG qui militent sur le terrain se retrouvent en difficulté parce que la réalité du terrain est tout autre. Donc, ils n'ont pas beaucoup de bailleurs qui viennent aider donc pour permettre donc aux gens dans les villes. Par exemple, si on prend la situation dans le sud, en ce moment, après le Wakasho, après la fermeture des frontières, donc il y a quand même quelques difficultés. Est-ce que l'UE ne peut pas aider à faire revenir ces bailleurs qui sont partis parce que Maurice ne figurait plus dans cette catégorie de pays qui avaient besoin de toute cette aide? Si, je crois que vous avez tout à fait raison, parce que c'est vrai que Maurice a une performance économique assez remarquable au cours depuis son indépendance, on va dire, avec des réformes compliquées sur le sucre, sur le textile, etc., mais qui a finalement réussi à rehausser le niveau de vie du pays de manière tout à fait remarquable. Donc je crois qu'il faut vraiment féliciter, je crois, le peuple mauricien et l'ensemble des dirigeants ici pour les décisions qui ont été prises, qui ont amené à ces résultats qui sont clairs et reconnus par tous. Maintenant, ces résultats, on se rend compte qu'ils sont un petit peu fragiles. Pourquoi ? Parce que Maurice est une île dans l'océan Indien, avec les risques que l'on a évoqués tout à l'heure, à la fois de sécurité maritime, etc., les risques de changement climatique qui sont des autres. Donc une vulnérabilité, parce qu'on n'a pas parlé des incidents de cyclones, mais effectivement, on pourrait avoir des cyclones plus violents à l'avenir avec les problématiques de changement climatique. Donc au niveau international, je crois qu'il y a la volonté, effectivement, sur cette problématique qu'on appelle des sites, donc des petites îles fragiles, insulaires, voilà, de faire en sorte que ces vulnérabilités qui sont claires soient reconnues et puissent donner lieu effectivement à des soutiens qui puissent être continués effectivement pour remédier à ces vulnérabilités. Le Covid, encore une fois, met en évidence aussi une certaine fragilité de ce point de vue-là. Donc il faut sur la scène internationale, je crois, en travailler, sur la scène européenne aussi. On est en pleine négociation de ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais
du post-Cotonou, donc ce qu'on appelle l'aide européenne, si vous voulez, dont Maurice a bénéficié, comme tous les pays africains, je dirais, depuis un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à concentrer l'aide sur les plus défavorisés. Or, si Maurice est considéré comme pays à haut revenu, évidemment, il serait moins concerné par cette aide au développement. Cela étant, la crise du Covid va peut-être nous ramener à des situations beaucoup plus difficiles, voire il y a d'autres crises qui peuvent survenir. Donc moi je plaide aussi chez moi à Bruxelles, si je puis dire, dans ce contexte-là, pour que cet élément de vulnérabilité soit pris en compte et qu'on puisse intervenir. C'est important quand on voit la situation, la vulnérabilité comme vous dites, et puis il y a ces petits commerçants par exemple qui n'arrivent plus à vendre aux hôtels, qui pourraient peut-être se tourner vers l'alimentation par exemple vers La Réunion, au lieu que La Réunion achète ses produits dans les pays asiatiques, pourraient se tourner vers ces producteurs locaux. Tout à fait. Mais nous, si vous voulez, notre rôle, c'est pas de se substituer aux décisions de l'État mauricien. Notre rôle, c'est d'accompagner effectivement les politiques mauriciennes, d'essayer de les infléchir dans le sens qui nous paraît être le sens de la modernité et du progrès. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. Ce qu'on a fait, on parlait de solidarité tout à l'heure avec le Covid, ce qu'on a fait, et parler des problèmes sociaux et le regain de pauvreté éventuel, on a été les premiers, je crois, en tant qu'organisation internationale, à soutenir le fonds de solidarité qui avait été mis en place par les autorités. Donc, parlons-en justement. Donc vous avez très directement là-dessus. Maintenant, j'ai pas eu depuis le temps, mais j'étais absent aussi pendant un certain temps, d'avoir de retour avec le gestionnaire ou les gestionnaires de ce fonds pour voir effectivement quelle est l'utilisation qui a été faite. Et puis, très honnêtement, un petit scoop pour vous, moi, lors de ces événements-là, au début de la crise, on a bien vu un accroissement de la pauvreté. Bon, il y a 35 000 cas qui sont enregistrés dans le système d'aide sociale mauricien, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui vivaient de quotidien, d'activités, si je puis dire, de petits entrepreneurs, etc., maçons, autres, qui faisaient mais justement, vous ne savez pas comment l'aide et donc là, moi, a été utilisée. Moi, ce que je sais, c'est que je suis allé à Batry-Cassé un certain jour faire la distribution de produits alimentaires, si vous voulez, avec des partenaires privés avec qui on avait décidé d'agir. Tout ça pour dire que il y a un élan de solidarité qu'on a essayé d'accompagner de ce point de vue-là, et on va essayer effectivement de continuer à travailler dans cette logique avec à la fois avec les autorités mauriciennes, mais aussi avec le secteur associatif, parce que je crois que le secteur associatif aussi a son rôle à jouer pleinement dans ce contexte. Je sais, Zabal Obon, vous avez dit que vous ne savez pas comment l'argent a été utilisé. Est-ce qu'il n'y a pas une traçabilité? Si, je sais comment l'argent... je sais que les priorités qui ont été définies par le fonds, donc je sais qu'ils voulaient avoir des actions sur les familles les plus vulnérables, à plus long terme aussi vis-à-vis des enfants en particulier, donc c'est une action dans ce domaine, vis-à-vis des gens qui ne sont pas dans le radar justement de ces wage system existent et qui soutiennent effectivement et qui sont les marginaux, on va dire, un petit peu dans ce contexte-là. Donc il y a le fonds a dédié un certain nombre de financements dont j'ai l'occasion de m'entretenir avec le président de ce fonds de ça. Maintenant, je suis pas revenu depuis très longtemps à Maurice, donc j'ai pas eu le rapport d'activité sur ce qui a été fait dans ce contexte-là. Je lui demanderai, puisque moi je suis redevable de l'utilisation des fonds publics également. Donc si on met de la fonds à disposition, il faut évidemment que je puisse, vis-à-vis de mes autorités, rendre compte de la manière dont les financements ont été ensuite utilisés. C'est tout à fait normal pour tout agent public, ça fait partie des obligations normales qu'on a de cet égard. Vincent Deger, vous avez participé récemment à un atelier de travail avec la police. Quelles ont été les retombées de cet atelier de travail? Écoutez, l'atelier de travail, c'était destiné à parler avec la police. C'était un peu un retour d'expérience sur les violences conjugales, donc sur les violences à l'égard des femmes. Donc c'était de voir effectivement quelles étaient les informations ou quelles étaient les difficultés que les policiers rencontrent aussi dans l'exercice de leurs fonctions dans ce type de situation. Donc c'était avec la commission des droits humains, effectivement, qui avait organisé ce séminaire pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la manière d'approcher ces problèmes. Est-ce que la police est assez réactive? Est-ce qu'elle a la bonne réaction par rapport à ces problématiques? Qu'est-ce qu'ils ont, eux, vécu comme difficulté dans ce contexte-là, puisque pris à partie entre les différents protagonistes, besoin de protection. On a vu des cas assez dramatiques où les policiers...
là été intervenu de manière forte aussi, de ce point de vue, et nécessaire par rapport aux risques encourus. Donc on a eu ces actions et maintenant, j'attends qu'il y a ce groupement à haut niveau que le Premier ministre a mis en place, qui doit effectivement permettre très rapidement, j'espère, de prendre des mesures concrètes sur ces questions. Parce que ce qu'on a vu avec la crise du Covid, à Maurice comme dans le reste du monde, en Europe également, c'est que le taux de violence conjugale, malheureusement, dans cette période, a très fortement augmenté. Donc il y a vraiment une nécessité d'échanger de l'expérience, d'échanger sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que les uns et les autres ont mis en place comme technique. Aussi d'accompagner éventuellement ceux qui réalisent ces violences pour éviter qu'ils ne répètent, qu'ils récidivent par rapport à ces... Donc il y a un accompagnement aussi qui peut être nécessaire mais avant tout, c'est la protection évidemment des victimes qui a été sonnées et des enfants, parce que souvent malheureusement les enfants sont témoins de ce type de situation et peuvent être fortement heurtés et blessés. Et quand on sait souvent que les enfants ont tendance à reproduire ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, voilà, il faut vraiment se préoccuper. Peut-être une révision des lois est nécessaire. Nous on appelle depuis un certain temps, je dirais depuis assez longtemps, à ce que la fameuse Children Bill soit adoptée. Donc j'avais rencontré la ministre parce qu'on a la chance d'avoir avec les autorités mauriciennes un dialogue politique spécifique sur la question du genre, et donc on avait effectivement discuté avec la ministre qui s'était effectivement engagée à porter ce texte sur lequel on a travaillé déjà depuis un certain nombre de mois, voire d'années, pour qu'effectivement il y ait des mesures qui soient prises. Il y a aussi une gender bill qui doit suivre. Il y a urgence. Dire. Donc je crois qu'il y a là un besoin, comme pour le blanchiment, si je puis dire, de renforcer le cadre légal et de bien l'appliquer, de le mettre en œuvre de manière sérieuse. Donc voilà, je crois que c'est ça. Un mot, votre opinion sur les marches citoyennes de ces dernières semaines? Comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a eu effectivement un choc qui a été vécu par l'ensemble du pays par rapport à notamment ce naufrage du Wakasho. Il y a aussi eu le drame de Sœur Gaëtan aussi, quelques jours plus tard. Donc je crois qu'il y a une émotion très forte, et il y avait aussi une volonté de solidarité du peuple mauricien de se retrouver. Beaucoup de jeunes qui ont voulu manifester effectivement leur volonté de dire que par rapport à ces problématiques d'accidents, de pollution insupportable quelque part, de changement climatique, il fallait effectivement une mobilisation, une réaction par rapport à... Mais surtout un changement de système. Peut-être là, vous parlez en tout cas qu'on mette en place des politiques qui permettent effectivement de prévenir ce type et d'éviter ce type de situation. Je crois que c'est ce que les jeunes et les citoyens au sens large, les moins jeunes aussi, certainement attendent dans cette perspective. Donc c'est à l'ensemble, je dirais, des gouvernants, de la classe politique, effectivement, d'apporter des réponses, effectivement, à cette attente citoyenne. Écoute, nous, on va essayer d'apporter modestement notre contribution, effectivement, dans ce processus. Et je crois qu'effectivement, il va falloir qu'on continue à tous rester mobilisés sur ces objectifs. Et l'État, quel devrait être son rôle vis-à-vis de... Il a un rôle évidemment essentiel et moteur à jouer dans ce contexte-là pour impulser les politiques dans ces différents domaines. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur la sécurité maritime, etc., s'il y a eu un certain nombre de défaillances qui ont été identifiées, on doit tous faire l'analyse de ces défaillances, les connaître et apporter les corrections nécessaires par rapport à ces défaillances. On ne peut pas avoir des radars qui sont là et qui ne fonctionnent pas. Je veux dire, le Premier ministre l'a dit lui-même. Je veux dire, il y a eu des défaillances effectivement techniques qui étaient là. Il y a peut-être des défaillances humaines, et ça, c'est la justice de se prononcer par rapport à ces défaillances humaines qui sont... Donc, c'est pas à moi de porter un jugement là-dessus, mais souvent, moi, je fais beaucoup de plongée sous-marine, comme je disais tout à l'heure, souvent, les accidents graves, ils arrivent non pas parce qu'il y a eu mais c'est une succession de défaillances, si vous voulez, une chaîne de défaillances qui fait qu'on arrive à ça. Donc il faut reprendre toute la chaîne, regarder où les défaillances ont eu lieu et apporter les correctifs nécessaires pour éviter que ça se reproduise. Comme je disais tout à l'heure, 3 fois un échouage en 100 ans, c'est beaucoup, faut pas attendre le 4e. Voilà. 208 49 99 208 59 99 pour vos appels. Pradip est avec nous. Pradip de Brisé-Verdier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Votre Excellence, l'ambassadeur d'Europe. Et moi, j'ai une petite souci. Vous avez dressé une longue tableau, le processus, surtout les Wakasho, etc. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème à Maurice, c'est parce qu'à la tête de toute cette institution ou du département ministériel, il y en a des personnes qui sont élies. Et
avoir des postes ministres, mais qui ne savent rien dans ce domaine, dans ce ministère. Quelques années de cela, il y avait un mensonge qui restait de vieille ferraille à la tête du gouvernement, à la tête de son ministère. Maintenant, vous avez un autre qui ne connaissait même pas la mer, il ne connaissait pas même la maritime. Il est nommé ministre parce que ce sont des personnes qui ont un ticket d'investisseur pour la législation, parce qu'il faut savoir combien de millions vous pouvez poser sur la table pour avoir un ticket. C'est pas par ses compétences qu'on donne un ticket. On donne un ticket parce que la personne a d'argent, même s'il ne sait pas comment signer son nom, il reçoit un ticket, il est élu. Maintenant, ça arrive par la communauté. Et c'est appris, c'est 36, 9, 5, 4, je ne sais pas quelles sont les procédures hindous, musulmans, chrétiens, population générale, mais c'est comme ça qu'on gère ce pays-là. Vous pouvez avoir n'importe quel type de matériel, toutes les ressources qu'il y en a sur cette planète, mais si vous n'avez pas les personnes compétentes à la tête, à ce moment-là, vous allez venir, on va faire l'enquête, on va voir. Mais ça ne sert rien. C'est pas pareil comme dans l'Europe. L'Europe, il y a le personne qui est shadow cabinet. Il suit le gouvernement depuis 5 ans, 4 ans. Ce sont 2 ou 3 personnes shadow cabinet. Ces 3 personnes-là qui vont gérer ce département s'ils sont élus. Mais ici à Maurice, non. Peut-être vous avez vesté ce matin pour aller avoir un ticket. Vous arrivez sur place. Non, c'est pas toi. C'est lui qui va avoir son ticket. Merci. Allons écouter l'ambassadeur. Écoutez, la question de la compétence pour les postes de responsabilité, on peut avoir toutes les ressources du monde, mais si on ne sait pas gérer, si on n'est pas apte à pouvoir donc mener à bien la mission qui a été confiée. Donc. Moi, je crois que c'est valable pour tous les agents publics de ce point de vue-là. Moi, je disais tout à l'heure, je suis ordonnateur public pour les fonds. J'ai la responsabilité sur plusieurs millions d'euros qui doivent être gérés. Et je dois rendre compte. Je crois que chacun, effectivement, doit être dans une optique de accountability, je crois, comme agent public. C'est nécessaire. Donc, je crois que c'est ça la réponse qu'il faut apporter à cette problématique que monsieur évoquait au niveau des compétences. C'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir dans les différents domaines les gens qui ont la compétence et qui démontrent chaque jour qu'ils ont la compétence et qui sont redevables par rapport au mandat. On est tous payés par de l'argent public. Moi-même, je suis fonctionnaire aussi, et j'ai pour objectif de démontrer chaque jour que vis-à-vis de mes citoyens, je mérite entre guillemets le salaire qui m'est versé chaque mois de ce fait-là. Donc je crois que c'est ça. L'autre élément, c'est qu'on vit heureusement ici à Maurice aussi dans une démocratie avec des élections de manière régulière. Donc là, je crois que c'est le jeu démocratique qui doit jouer à plein, et que les citoyens ils sont en liberté de choisir, et ils ont la chance de pouvoir choisir. C'est pas le cas partout dans le monde, malheureusement. On voit en Bélarus ou ailleurs que il y a des difficultés à ce niveau-là. Donc je crois qu'ici on a heureusement un système électoral qui fonctionne plutôt bien, on va dire globalement bien. Et il y a une compétition électorale qui se fait à intervalles réguliers. Voilà, c'est ça, je crois, le jeu démocratique. Donc je crois qu'il faut... et ensuite, on peut y avoir des réflexions, effectivement, sur les équilibres de pouvoir, etc. Donc, mais ça fait partie de la réflexion que doivent avoir les autorités, enfin, les responsables, je dirais, l'élite mauricienne, ou les responsables politiques mauriciens par rapport à ça, et les propositions qu'ils veulent faire au peuple par rapport au fonctionnement d'une constitution qui soit efficace et qui apporte les bonnes réponses, je dirais, aux attentes des citoyens. Grégory de Trouobiche. Grégory, bonsoir. Oui, bonsoir à Radio Plus, aux auditrices, aux auditeurs, et bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Grégory. Merci pour cette rétrospective pendant un an. C'est une année difficile, l'année 2020 pour l'île Maurice, et moi je vous proposais peut-être de finir sur une touche un peu positive avec 2 questions. La première question, c'est le premier point d'abord, c'est de dire que aujourd'hui, la coopération entre Maurice et la Réunion, elle est systémique, grâce notamment à l'Union européenne, l'AFD de la France. On appuie sur la transition écologique, l'agriculture durable, la transition énergétique, donc tout ce qui est très important pour nos 2 territoires, pour ensuite construire et co-construire une meilleure région. Alors la première question, c'était est-ce que vous pouviez peut-être nous présenter, ou en quelques mots nous expliquer ce programme de coopération qui vient de l'Union européenne et qui permet justement de renforcer cette coopération. Et le second point, c'était peut-être de se dire, alors le Green Deal, c'est un mot, c'est un thème qui est véritablement évocateur d'un avenir positif. On en parle beaucoup en Europe. Quel Green Deal on pourrait avoir à Maurice, et même avec les pays de la zone océan Indien,
comment l'Union européenne pourrait nous aider à construire un avenir plus positif pour la région. Merci beaucoup. Merci Grégory. On parlait justement tout à l'heure du Green Deal. Oui, Alors, tout à fait. comment Maurice On peut commencer par ça, tout à fait. Je crois que c'est... Bon, moi j'aimerais bien que le Green Deal il soit un peu bleu aussi, qu'on fasse un Blue Deal aussi, parce qu'on est sur une île entourée de l'océan. Donc non, mais sérieusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on doit réfléchir au meilleur usage de nos ressources sur la planète de manière globale. Et il ne s'agit pas de revenir à l'âge de pierre non plus, en termes de mode de vie. Il s'agit effectivement de faire avancer, mais il s'agit de définir des axes stratégiques essentiels. Aujourd'hui, je crois que clairement, l'énergie renouvelable fait partie des axes stratégiques qu'on doit se donner. Je pense que Maurice a des potentialités énormes. Malheureusement, on utilise encore beaucoup d'énergie fossile, effectivement, à Maurice. Près de 70% aujourd'hui, c'est toujours de l'énergie fossile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour investir dans l'avenir et aller dans cette direction? On a, là aussi, au niveau de l'Union européenne, avec l'Agence française de développement, on a mis en place, avec les banques mauriciennes, d'ailleurs, un soutien qui s'appelle SANREF, pour aider les entreprises qui veulent moderniser leur utilisation d'énergie et aller plus vers de l'énergie renouvelable. Donc, je les invite à travailler dans cette direction. Le tri sélectif fait partie, là encore, avec éventuellement la région Réunion ou d'autres pays de la zone. On peut mutualiser aussi les déchets et mutualiser le traitement de ces déchets. Mais pour ça, il faut d'abord qu'au niveau de Maurice, on organise le tri sélectif qui soit efficace de ce point de vue-là. Il y a tout un débat qui peut se faire autour de ces grandes questions. Il y a les bâtiments qui peuvent être construits aussi. Moi, je suis dans un bureau malheureusement exposé, enfin heureusement et malheureusement, je suis pas exposé à l'ouest. Et malheureusement, j'aime pas beaucoup la clim, mais je suis quasiment obligé. Donc, on peut aujourd'hui aussi réfléchir en termes d'architecturel, aux smart cities, à toutes ces choses-là. Des bâtiments qui peuvent être peu énergivores, si je peux dire, de ce point de vue-là. Donc, il y a toute une réflexion qui doit se faire par rapport à ça et par rapport à l'exploitation des ressources de la mer. Une exploitation qui doit être durable, bien raisonnée, etc., qui permettent effectivement d'éviter que les coraux blanchissent, d'éviter tout ça. Donc, il y a des mesures à prendre. En même temps, on peut utiliser l'aquaculture. On a d'autres techniques qui sont là, qui peuvent apporter des réponses aussi alimentaires pour la population mauricienne, voire pour l'exportation, s'il y a suffisamment dans ce domaine-là. Donc, je crois qu'il y a là un certain nombre d'axes sur lesquels on souhaite travailler. La digitalisation, c'est l'autre grand domaine où l'Union européenne veut, et Mme von der Leyen l'a rappelé, s'investir de manière très forte. Alors, on est en train de poser des câbles sous-marins entre les îles ici, c'est une très bonne chose, donc pour développer ses capacités, ses potentialités. Et à partir de là, je pense que le potentiel en termes informatiques, électroniques, ici à Maurice, ne peut que fleurir. Il y a... En plus, Maurice a un avantage énorme en termes éducatifs, c'est ce bilinguisme qui existe, ou plus, puisque les gens parlent deux langues, plus d'autres langues qui est la leur. Donc ça, c'est vraiment un atout énorme qui peut être une attractivité en termes d'enseignement, en termes médicaux. Donc là, il y a vraiment des choses extraordinaires sur lesquelles on peut construire et bâtir. Donc merci à Grégory pour sa question. Je crois qu'on a répondu à travers ces quelques mots. Merci. Zara de Rosil, Zara est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je voudrais avoir un éclaircissement. En tant que je suis mauricien, j'habite à Maurice en ce moment, je n'ai pas ni passeport de français, ni je suis étudiant, ni j'ai permis de séjour pour la France. Mais je veux savoir pour la deuxième phase pour Maurice, là en octobre, qu'on est en train d'ouvrir. Vous êtes mauricienne, Zara? Oui, je suis mauricienne. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut voyager vers la France? Parce que quand je téléphone à Mauritius ou Emirates pour avoir des renseignements, là, ils m'ont dit qu'ils vendent les tickets, mais il faut parler à l'ambassade de France pour savoir si on peut voyager. Mais comme je trouve là, le monsieur, il est très souriant, il est très gentil, mais quand moi, je téléphone à l'ambassade de France, là, la personne qui répond, là, il me demande de voir sur le site, on a tout mis, et c'est comme ça, on peut... Voyez, regardez sur le site. Je vous laisse le soin. C'est ce que j'allais vous inviter à faire aussi, parce que c'est Madame la consul de France qui a la responsabilité, effectivement, pour cette réponse sur cette question. Mais le fait est que... Il y a d'autres qui disent, oui, on peut voyager, mais moi, je suis que mauricienne, je n'ai pas de passeport français, ni je suis étudiante, ni j'ai un carte de séjour ou quoi. En temps normal, on peut rester 3 mois sans tout cela. En temps normal, oui, mais là, on n'est pas en temps normal. C'est ça. Donc, est-ce que justement, il y a un autre... Non, pour l'instant, non, la réponse, elle est assez simple. La réponse, c'est que vous ne pouvez
n'êtes pas parmi les, comme je disais, les secteurs dits considérés comme essentiels, y compris les étudiants font partie de cette catégorie essentielle, donc qui est autorisée à voyager. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, et si vous venez pas d'un pays qui est reconnu par l'Union européenne comme étant un pays safe, entre guillemets, vous n'avez pas... Est-ce que Maurice n'est pas dans cette catégorie ? Pas pour l'instant, non, parce qu'il y a une clause de réciprocité aussi qui s'applique dans ce domaine-là. Donc pour l'instant, non. Mais malheureusement, la réponse dit... Donc finalement, là, quand on va la réponse est non pour l'instant. Donc, quand on va rouvrir les à vérifier avec ma collègue, la consul de France, elle qui a la responsabilité. Mais il semble déjà il n'y a pas d'ouverture partiellement donc les frontières. Le 1er octobre. Les Mauriciens ne pourront pas se rendre en France. Pour l'instant, si l'Union européenne ne prend pas la décision d'ouvrir l'espace Schengen aux voyageurs d'autres pays, l'espace Schengen va rester fermé pour l'instant. Donc on sait que depuis le mois de mars, d'ailleurs, notre dernière interview, on avait parlé de ça, donc c'est toujours pas ouvert pour les autres ressortissants. Non, pour l'instant, ça n'est pas ouvert. Alors, la situation peut changer. Moi, toutes les semaines, si vous voulez, les autorités à Bruxelles nous demandent effectivement des rapports sur la situation sanitaire, etc., dans les différents pays. Donc, on travaille avec les autorités mauriciennes et séchelloises, d'ailleurs, pour moi, sur ces questions-là. Donc, on envoie les rapports, mais ensuite, la décision doit se prendre au niveau des 27 États membres à Bruxelles d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Parce que nous, quand même, les frontières... Toutes les semaines, le groupe se réunit et ajuste la liste des pays considérés comme... Mais au 1er octobre, une décision sera arrêtée peut-être D'ici là, il y aura une décision, il y aura peut-être même plusieurs décisions. Enfin, il y aura au moins une décision d'ici là, donc on verra ce qui sera la décision des... Le problème aujourd'hui, qu'il faut bien être conscient, c'est que, vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, c'est qu'en Europe, on a une remontée des taux pratiquement dans tous les pays, donc les pays prennent des mesures parfois de confinement partiel en Espagne ou au Royaume-Uni, etc., de ce fait-là. Et donc, il y a des réflexes de fermeture pour l'instant et de protection des frontières par rapport aux autres pays du monde. Donc là, si on ne fait pas partie des populations, et madame, si j'ai bien compris, ne fait pas partie des populations concernées comme essentielles, effectivement, pour l'instant, les frontières vont rester fermées. À vérifier, comme dit, parce que la décision peut changer d'un jour à l'autre avec le site de l'ambassade de France qui est normalement très bien informé et qui vous fournit vraiment toutes les données à ce point de vue-là. Alors pour clore cette émission, Vincent Deger, on va venir sur la campagne Beach Cleanup, donc avec la collaboration de l'Union européenne et donc du Défi Media Group, donc qui démarre. Donc dans le sillage justement de tout ce qu'on a vu, cette sensibilisation autour des jeunes conscients de l'enjeu environnementaux qui souhaitent que les plages, donc la mer soient propres. Et donc là, vous lancez cette initiative. Tout à fait. Donc, c'est une initiative qu'on lance aujourd'hui avec vous, donc, dans ce studio. Merci beaucoup encore de m'avoir reçu avec tous les auditeurs ici. Donc, c'est une opération. Demain, on fait cette opération de beach clean-up, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la rivière des Créoles, dans le sud du pays. Et puis, tout au long d'un mois, il y aura tous les jours sur votre antenne, effectivement, une sensibilisation sur les bons gestes, les bonnes mesures pour éviter la pollution et des plages, mais pas seulement des plages, parce qu'on passe beaucoup en termes anglais, from reach to reef, donc de la colline ou de la montagne vers le lagon et vers les récifs. Donc effectivement, c'est un écosystème global finalement auquel on est confronté. Donc, qu'est-ce que chacun peut faire pour mieux protéger cet espace Donc il y a, comme je disais tout à l'heure, le plastique, toutes ces questions-là, les plastiques à usage unique, etc. Et puis chaque fois qu'on va à la plage, chacun d'entre nous, même beaucoup aller à la plage Maurice ici, ça fait partie de la sortie du week-end, et les gens adorent ça et ils ont bien raison, et donc c'est très très convivial et très agréable. En même temps, c'est important de ne pas laisser, quand on quitte la plage, derrière soi, si je peux dire, des déchets, etc. Donc c'est un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Et puis on va faire toute une sensibilisation, et j'y tiens beaucoup, sur les enfants, parce que je pense que l'avenir leur appartient, et c'est eux qui vont pousser aussi les adultes à être plus vigilants peut-être dans ces différents domaines. Donc on a mis avec un jeu qui s'appelle Ticoulou, là, donc un petit personnage qui est connu dans la région. C'est un petit jeu de loi qui va permettre aux enfants de découvrir un peu les bons gestes. Et puis il y a une petite brochure aussi qu'on a rééditée sur la découverte du lagon, les différentes espèces avec du jeu. Donc c'est à la fois documentaire et ludique pour justement aider les enfants. Et les enfants vont pouvoir jouer tous les jeudis sur votre antenne et gagner un sac à dos avec ces jeux. Ou pour les plus âgés qui sont plutôt en secondaire, qui n'ont peut-être pas besoin de Ticoulou pour ça, ils
auront la possibilité de gagner une batterie, un powerbank qu'on appelle ça. Donc tout le monde a son téléphone portable aujourd'hui, donc parfois on a besoin de recharger. Donc ils ont la chance de gagner un sac à dos avec ce powerbank effectivement également à disposition. Voilà, tout ça pour stimuler un peu la réflexion, la discussion entre les jeunes sur ces questions-là. Et tout ça, ça va se terminer par une grande journée à Montchoisy, sur la magnifique plage là-bas de Montchoisy, avec votre radio, une animation. Donc venez nombreux à Montchoisy, ça sera le 18 octobre prochain. On aura une discussion ouverte, des experts qui seront là, des gens qui travaillent avec les cachalots ici à Maurice, qui vont nous raconter un peu ce qui se passe avec les cachalots, avec les gens de Reef Conservation qui vont expliquer qu'est-ce qu'ils font sur les coraux pour replanter les coraux et les permettre de se développer. Voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions, toutes ces interrogations, et puis d'avoir un geste citoyen de bien protéger les plages. En collaboration avec la Tourism Authority, avec la Tourism Authority, bien sûr, donc qui est avec la Team Europe aussi, donc avec l'ambassade de France, la FD, la région Réunion, donc tous ces partenaires sont à nos côtés effectivement pour travailler avec et pour prendre du plaisir aussi. Je crois que c'est la plage, c'est beaucoup de plaisir, mais il faut préserver le plaisir pour pouvoir justement donc passer un été agréable à la plage, pourquoi pas après. Espérons-le, et peut-être avec beaucoup de touristes, si d'ici là on est parvenu effectivement à régler les problèmes de cette pandémie qui nous occupait au début de l'émission. Merci en tout cas de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et avec tous les auditeurs, merci à tous. Merci de votre présence sur le plateau, Vincent Desjans. Merci Elodie. Merci à vous Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.